Je n'ai pas paniqué quand j'ai trouvé l'enveloppe scotchée sous le tableau de bord de ma vieille camionnette Peugeot. Mes mains ne tremblaient pas pendant que je la décollais, sentant le poids de ce qui devait être de l'argent liquide. Ou peut-être de la drogue. Je savais exactement qui l'avait mise là. Mon fils, Julien. J'étais assis là, dans mon allée à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon. Le vent de novembre faisait vibrer les vitres de la camionnette, et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai délicatement retiré l'enveloppe, j'ai traversé le gravier jusqu'à l'endroit où la Renault Mégane de Julien était garée, et je l'ai placée dans sa boîte à gants. Puis je suis rentrée, je me suis servi un café et j'ai attendu. 23 minutes plus tard, j'ai entendu les sirènes. Laissez-moi reprendre. Je m'appelle Michel, et j'ai 64 ans. J'ai passé 37 ans comme agent de maintenance dans une grande usine de la région lyonnaise avant de prendre ma retraite. Ma femme, Catherine, est décédée il y a 4 ans d'un cancer. Nous avons élevé nos 2 enfants dans un modeste pavillon de banlieue, économisé chaque sou, et nous sommes débrouillés pour financer leurs études supérieures afin qu'ils puissent démarrer dans la vie sans dette. C'était notre cadeau pour eux, notre héritage. Julien est mon cadet. Il a 39 ans maintenant, marié à une femme nommée Aurélie qui est déléguée médicale. Ils ont une fille de 7 ans, ma petite fille, Lily. Pendant des années, j'ai cru connaître mon fils. J'ai cru comprendre l'homme qu'il était devenu. J'avais tort. Tout a commencé il y a 3 mois. Julien m'a demandé d'emprunter ma camionnette pour le week-end. Il a dit que sa voiture était au garage. Quelque chose à propos de la boîte de vitesse. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Il avait déjà emprunté la camionnette pour chercher un meuble chez Ikea ou des matériaux de bricolage. Je lui ai donné les clés, je lui ai dit de faire le plein quand il aurait fini. Quand il l'a ramené le dimanche soir, quelque chose n'allait pas. Julien était nerveux, il regardait son téléphone toutes les 30 secondes. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, il m'a répondu sèchement. Oui, papa. Tout va bien. Pourquoi ça n'irait pas? Puis il s'est excusé rapidement, a dit que le travail le stressait, et il est parti. Le lendemain matin, j'ai trouvé un petit sachet en plastique coincé entre le siège du conducteur et la console centrale. Il était vide, mais il y avait ce résidu distinctif, cette odeur chimique. J'avais assez d'expérience pour savoir ce que c'était. Mon estomac s'est noué. Je me suis dit que ça aurait pu venir de n'importe qui. Peut-être que quelqu'un à l'usine avait utilisé ma camionnette et que je ne l'avais jamais remarqué. Peut-être que ce n'était pas ce que je pensais, mais au fond de moi, je savais. La 2e fois que Julien a emprunté la camionnette, c'était 6 semaines plus tard. Il m'a appelé un mardi soir, a dit que sa voiture faisait encore des siennes, et m'a demandé s'il pouvait utiliser la camionnette le mercredi matin pour une course rapide. J'ai dit oui. J'ai toujours dit oui à mon fils. Cette fois, j'ai fait attention. Quand il l'a ramené cet après-midi-là, je l'ai observé depuis la fenêtre du salon. Il est resté assis sur le siège du conducteur pendant près de 5 minutes après s'être garé, parlant au téléphone, regardant autour de lui avec anxiété. Quand il est finalement rentré, il transpirait malgré le froid d'octobre. « Merci, papa », m'a-t-il dit en me tendant les clés. « Tu me sauves la vie. Quand tu veux, mon fils. » La famille, c'est fait pour ça. Il m'a serré dans ses bras. Mon garçon m'a serré dans ses bras, et je pouvais le sentir trembler. Après son départ, je suis sortie vers la camionnette avec une lampe de poche. J'ai tout vérifié. Sous les sièges, dans la boîte à gants, derrière les pare-soleils, rien. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai remarqué que le tapis près des pédales était légèrement soulevé. Je l'ai tiré et j'ai trouvé un téléphone. Pas un smartphone, un de ces téléphones prépayés bas de gamme qu'on peut acheter dans n'importe quel bureau de tabac. Je l'ai allumé. Il y avait des dizaines de SMS, tous codés. Des chiffres, des adresses à Lyon, des horaires. Un message m'a glacé le sang. La camionnette de ton vieux est parfaite. Personne ne contrôle un papy. Je suis resté assis dans cette camionnette pendant 1 heure, à tout lire. Mon fils utilisait mon véhicule pour transporter de la drogue. Le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, le gamin qui avait pleuré quand nous avions dû faire piquer notre chien,
Max, le jeune homme que j'avais vu recevoir son diplôme universitaire, était un trafiquant de drogue, et il se servait de moi comme couverture. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. J'avais besoin de comprendre toute la situation. J'ai remis le téléphone exactement où je l'avais trouvé, j'ai lissé le tapis, et je suis rentrée. J'ai à peine dormi cette nuit-là. La voix de Catherine résonnait dans ma tête. Quelque chose qu'elle avait dit quand les enfants étaient adolescents et s'était fait surprendre en train de faire le mur. La confiance se mérite 2 fois. Une fois quand ils sont honnêtes avec toi, et une autre quand ils réparent leurs erreurs après avoir menti. Julien n'avait pas été honnête avec moi, mais j'allais lui donner une chance de réparer ça. Le lendemain matin, je l'ai appelé. Julien, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Peux-tu passer à la maison ce week-end ? Il y eut une pause. Bien sûr, papa. Tout va bien ? On en parlera samedi. Samedi est arrivé. Julien est venu seul. Il a dit qu'Aurélie avait emmené Lily chez ses parents à Mâcon. Nous nous sommes assis dans la cuisine, la même cuisine où Catherine préparait les croissants tous les dimanches matins, où nous avions aidé nos 2 enfants à faire leurs devoirs, où nous avions célébré les anniversaires, les fêtes et tous les petits moments qui composent une vie. J'ai trouvé quelque chose dans ma camionnette, ai-je dit. Son visage est devenu blême. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai fait glisser le téléphone prépayé sur la table. Sa main s'est élancée comme pour le saisir, puis s'est arrêtée en plein vol. Il m'a regardé avec des yeux que je ne reconnaissais pas. Il y avait du calcul là-dedans, il pesait ses options, décidant s'il devait mentir ou dire la vérité. Papa, je peux t'expliquer. Alors explique. Et il l'a fait, en quelque sorte. Il m'a dit qu'il s'était retrouvé mêlé à des affaires avec des gens de Lyon, qu'il devait de l'argent suite à un investissement commercial qui avait mal tourné. Il a dit que ces gens lui avaient offert un moyen de les rembourser. Il a juré que ce n'était que pour quelques livraisons, juste assez pour éponger sa dette. Il a dit qu'il avait fini maintenant, que c'était terminé. Chaque mot était un mensonge. Je le voyais dans la façon dont il évitait mon regard. Dans la façon dont son histoire changeait sur de petits détails. Quand je lui ai demandé combien il devait, il a dit 20 000, puis 30 000. Puis il a dit qu'il n'était pas sûr exactement. Julien, ai-je dit doucement, tu t'es servi de moi. Tu m'as mis en danger. Si la police t'avait arrêté, c'est ma camionnette, mon nom sur la carte grise. J'aurais pu tout perdre. Je sais, papa. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je n'ai pas réfléchi. Et Lily ? Qu'est-ce qui arrivera à ta fille quand tout ça te rattrapera ? Il s'est mis à pleurer. Mon fils, presque 40 ans, sanglotant à ma table de cuisine comme s'il avait de nouveau 7 ans et qu'il avait cassé quelque chose de précieux. J'ai tout fichu en l'air, a-t-il dit. Je ne sais pas comment réparer ça. Je voulais le réconforter. Chaque instinct de père en moi voulait le prendre dans mes bras et lui dire que nous trouverions une solution ensemble. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être le souvenir d'avoir trouvé ce téléphone, d'avoir lu ces messages qui parlaient de ma camionnette comme d'un simple outil. Peut-être la pensée de la petite Lily grandissant avec un père en prison, ou pire. Julien, tu dois arrêter aujourd'hui. Maintenant. Quoi que ce soit dans quoi tu es impliqué, tu t'en vas. Je ne peux pas papa, ce ne sont pas le genre de personnes qu'on quitte comme ça. Alors on va voir la police. On leur dit tout. On coopère. On te met sous protection. Son visage a changé. La peur a disparu, remplacée par quelque chose de froid. Je ne vais pas en prison. Mon fils, si tu continues comme ça, la prison, c'est le meilleur scénario possible. Il s'est levé. Il faut que j'y aille. Julien, attends. Mais il était déjà dehors. Je suis resté assis, écoutant sa voiture démarrer, l'écoutant s'éloigner. Et j'ai su avec une certitude absolue que mon fils n'allait pas s'arrêter. Il allait continuer à utiliser ma camionnette, continuer à me mettre en danger. Continuer à entraîner notre famille plus profondément dans les ténèbres qu'il avait trouvées. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Si Julien ne se protégeait pas lui-même, je devrais le protéger d'une autre manière. Et je devais me protéger moi-même,
protéger Lily, protéger ce qui restait de notre famille. La fois suivante où il a demandé à emprunter ma camionnette, j'ai dit oui. C'était un jeudi matin. Julien est arrivé à 7 heures, a dit qu'il en avait besoin pour quelques heures pour aller chercher des matériaux de construction. Je lui ai donné les clés et je l'ai regardé partir. Dès qu'il a tourné au coin de la rue, je suis montée dans la vieille Clio de Catherine et je l'ai suivi. Il n'est allé à aucun magasin de bricolage. Il s'est rendu directement sur le parking d'un hypermarché près de la 6 où il a attendu 15 minutes avant qu'une Mercedes noire ne se gare à côté de lui. Un homme en est sorti, a regardé autour de lui, puis est monté dans ma camionnette avec Julien. Ils ont parlé pendant peut-être 5 minutes. Quand l'homme est parti, il portait un grand sac de courses. Julien s'est rendu à 2 autres endroits ce matin-là. Même schéma à chaque fois. Rencontrer quelqu'un, parler brièvement, échanger des sacs. Au moment où il a ramené ma camionnette à midi, j'avais pris des photos de chaque lieu, de chaque personne, de chaque plaque d'immatriculation. « Merci, papa », a-t-il dit en me rendant les clés. « J'apprécie vraiment. »« Pas de problème, mon fils. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis devant mon ordinateur, regardant les photos, essayant de décider quoi faire. Je pouvais aller à la police, leur donner tout ce que j'avais. Mais Julien avait raison sur un point. Les gens avec qui il était impliqué n'apprécieraient pas ça. Même si Julien entrait dans un programme de protection des témoins, qu'en serait-il d'Aurélie? Et de Lily? J'ai pensé à Catherine. Qu'aurait-elle fait? Elle était toujours plus intelligente que moi pour ces choses-là, elle savait toujours la bonne chose à dire, la bonne façon de gérer les situations difficiles. Je l'ai imaginée assise en face de moi à la table de la cuisine. Ce regard qu'elle avait quand elle réfléchissait intensément à quelque chose. Tu dois l'arrêter, l'ai-je presque entendu dire. Mais tu dois le faire intelligemment. Le plan m'est venu lentement, pièce par pièce. Ce n'était pas parfait. C'était risqué, mais c'était le seul moyen que je voyais pour protéger Julien de lui-même tout en assurant la sécurité du reste d'entre nous. 3 semaines plus tard, Julien a de nouveau appelé. « Papa, je déteste te demander ça, mais est-ce que je peux emprunter la camionnette demain après-midi, juste pour quelques heures ? » Bien sûr. Je laisserai les clés dans le pare-soleil. Tu es le meilleur, papa. Cette fois, je savais ce que je faisais. Après que Julien ait pris la camionnette, mais avant qu'il ne commence sa tournée, je me suis rendue à la brigade de gendarmerie de Villefranche. Je me suis approchée de l'accueil, les mains tremblantes, et j'ai demandé à parler à un officier au sujet d'un trafic de drogue présumé. Ils m'ont pris au sérieux. Une officier nommée lieutenant Dubois, peut-être dans la mi-trentaine, avec des yeux bienveillants qui me rappelaient ceux de Catherine, a écouté tout ce que j'avais. Les photos, les messages du téléphone prépayé que j'avais photographié, les lieux, le schéma de comportement. Je lui ai dit que je croyais que mon fils faisait une livraison cet après-midi-là, qu'il utilisait ma camionnette, et que j'avais besoin de son aide. Monsieur Durand, a-t-elle dit, ce que vous faites demande beaucoup de courage. Je suis terrifiée, ai-je admis, mais je suis encore plus terrifiée par ce qui arrivera si je ne fais rien. Ma petite fille a besoin de son père, même si cela signifie que son père doit aller en prison pour se faire soigner. Ils ont agi rapidement. Le lieutenant Dubois a fait appel à un enquêteur, un homme nommé Capitaine Diallo, spécialisé dans le trafic de drogue. En moins d'1 heure, ils avaient un plan. Ils intercepteraient Julien pendant sa livraison, fouilleraient le véhicule, procéderaient à l'arrestation. Ils essaieraient de le faire coopérer, de lui faire dénoncer les personnes au-dessus de lui en échange d'une peine réduite. Nous ne pouvons faire aucune promesse, a dit le capitaine Diallo. Mais si votre fils coopère pleinement, s'il fournit des informations précieuses, le procureur de la République en tiendra compte. Je comprends. Il y a encore une chose, monsieur Durand. Nous devons être sûrs qu'il y a bien de la marchandise dans le véhicule. Si vous pouviez, si vous étiez prêt à vérifier. C'est à ce moment-là que je leur ai parlé de l'enveloppe que j'avais trouvée ce matin-là, scotchée sous le tableau de bord. Je l'avais découverte à 6 heures du matin en sortant vérifier quelque chose dans la camionnette. Cette fois, je ne l'avais pas enlevée. J'avais juste pris des photos et j'étais venu directement à la gendarmerie. Mais je ne leur ai pas tout dit.
Je ne leur ai pas parlé de la décision que j'avais prise la nuit précédente. La décision que s'ils allaient fouiller ma camionnette de toute façon, s'ils allaient arrêter mon fils de toute façon, je voulais que ça arrive le plus tôt possible, avant que Julien ne s'enfonce davantage, avant qu'il ne puisse plus revenir en arrière. Donc ce matin-là, avant d'aller à la gendarmerie, j'ai bien retiré l'enveloppe et je l'ai bien placée dans la voiture de Julien, dans la boîte à gants, là où n'importe quel contrôle routier de routine la trouverait. Puis je suis allée à la gendarmerie et je leur ai dit que mon fils utilisait ma camionnette pour transporter de la drogue. L'opération était censée être simple. Il suivrait Julien, attendrait qu'il fasse son premier arrêt, puis interviendrait. Mais j'avais changé l'équation. Quand ils ont passé la plaque d'immatriculation de Julien dans leur système à des fins de surveillance, une patrouille de gendarmerie du côté de Mâcon l'a signalé. Ils ont dit qu'ils surveillaient ce véhicule, qu'ils avaient des soupçons raisonnables. 23 minutes après mon retour de la gendarmerie, 3 voitures de la gendarmerie ont encerclé la Renault Mégane de Julien sur le parking d'un supermarché. Ils ont trouvé l'enveloppe dans sa boîte à gants. À l'intérieur, il y avait 40 000 € en liquide et assez de fentanyl pour l'inculper de trafic. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard. C'était Aurélie. Michel. Ils ont arrêté Julien. Ils disent qu'il avait de la drogue dans sa voiture. Ils disent que c'est un dealer. Ça doit être une erreur. Tu dois l'aider. Où est Lily? Ai-je demandé. Elle est chez ma mère. Michel, s'il te plaît. Tu dois faire quelque chose. Aurélie, écoute-moi très attentivement. Prends Lily et reste chez tes parents. Ne rentre pas à la maison. Ne parle à personne qui appelle, sauf si c'est moi ou un avocat. Tu comprends? Quoi? Pourquoi, Michel? Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi confiance. Je t'expliquerai tout, mais pour l'instant, j'ai besoin que tu gardes Lily en sécurité et que tu restes loin de la maison. Il y eut un long silence, puis doucement. Tu savais. J'ai découvert. J'ai essayé de l'aider à arrêter. Il n'a pas voulu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Michel. Je suis désolée, Aurélie. Je suis tellement désolée. Mais c'était le seul moyen. Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, avec l'impression d'avoir poussé mon propre fils d'une falaise, en espérant qu'il y avait un filet en dessous. Les 3 jours suivants ont été un cauchemar. La demande de mise en liberté provisoire de Julien a été refusée. Le procureur a soutenu qu'il y avait un risque de fuite, qu'il avait des liens avec le crime organisé, que la quantité de fentanyl en sa possession indiquait qu'il était un dealer important plutôt qu'un simple passeur. Les preuves étaient accablantes. Je lui ai rendu visite au centre de détention le 4e jour. Ils l'ont amené dans une combinaison orange de détenu, menotté. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans. Quand il m'a vu à travers la vitre, il a décroché le téléphone de son côté. « C'est toi qui as fait ça », a-t-il dit. Sa voix était plate. « Morte. Tu as mis ce truc dans ma voiture. Thomas, ne me mens pas. Pas maintenant. Ne m'appelle pas Thomas. » Ils m'ont dit que l'enveloppe qu'ils ont trouvée n'était pas ce qu'ils s'attendaient à trouver. Que leur surveillance indiquait que tu avais conduit ma camionnette ce matin-là, mais que la drogue était dans ma voiture. Tu l'as déplacée. Tu m'as piégé. J'ai pris une grande inspiration. Je l'ai trouvée dans ma camionnette. Je l'ai mise dans la tienne. Et oui, j'ai appelé la police. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Parce que je t'aime. Parce que tu es mon fils. Et je te regardais te détruire. Et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Parce que Lily a besoin de son père. Et plus ça durait, plus il était probable qu'elle n'en aurait jamais. Je vais en prison parce que tu m'aimes. C'est ça, ta logique? Tu allais déjà en prison, Julien. Ce n'était qu'une question de temps. Au moins, de cette façon, tu as une chance. La police veut que tu coopères. Ils veulent les gens au-dessus de toi. Le capitaine Diallo m'a dit que si tu leur donnes de bonnes informations, ils travailleront avec le procureur. Tu pourrais sortir dans 3 ans au lieu de 10. Et tu as pensé que tu avais le droit de prendre cette décision pour moi?
Je me suis penchée en avant, j'ai regardé mon fils dans les yeux. Quand tu as utilisé ma camionnette sans ma permission pour transporter de la drogue, tu as fait de moi un complice. Tu as risqué ma liberté, ma maison, tout ce pourquoi ta mère et moi avons travaillé toute notre vie. Tu as pris cette décision sans me le demander. Alors oui, j'ai pris une décision sans te le demander. J'ai choisi de me protéger, de protéger Lily, et de te protéger de toi-même de la seule façon que je pouvais imaginer. Julien a raccroché violemment le téléphone et est parti. Le gardien a dû venir le chercher parce qu'il restait là, dos à moi, les épaules secouées de sanglots. Je suis restée assis longtemps après qu'il l'ait ramené dans sa cellule. Au cours des 2 mois suivants, les choses ont empiré avant de s'améliorer. Aurélie a demandé le divorce. Elle a déménagé avec Lily chez ses parents à Mâcon et a obtenu une ordonnance de protection contre Julien. Son avocat lui a conseillé d'accepter l'accord que le procureur lui proposait. 15 ans, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 5 s'il coopérait pleinement et montrait des signes de réhabilitation. Julien a coopéré. Il leur a tout donné. Nom, adresse, chaîne d'approvisionnement, réseau de distribution. Les informations qu'il a fournies ont conduit à 17 arrestations, dont 2 personnes que la police essayait d'attraper depuis des années. Les charges contre lui ont été réduites. Il a été condamné à 8 ans, avec une possibilité de libération conditionnelle au bout de 3. Le jour de sa condamnation, il m'a regardé de l'autre côté de la salle d'audience. Je ne pouvais pas lire son expression. Colère, tristesse, soulagement, peut-être les 3 à la fois. Après le procès, le capitaine Diallo s'est approché de moi dans le couloir. Monsieur Durand, je sais que ça n'a pas dû être facile. Ce que vous avez fait a sauvé la vie de votre fils. Les gens avec qui il était impliqué, il ne laisse pas les gens s'en aller. Tôt ou tard, il aurait fini mort ou en prison à vie. De cette façon, il a une chance. Est-ce qu'il le voit de cette façon? Un jour, peut-être. Pas maintenant, mais un jour. Je vais voir Julien 1 fois par mois. Il ne m'a pas parlé pendant les 6 premiers mois. Maintenant, il le fait, mais nos conversations sont courtes, superficielles. Il me parle des programmes qu'il suit en prison, du travail qu'il fait à la bibliothèque, des cours d'alphabétisation qu'il aide à donner à d'autres détenus. Il me demande des nouvelles de Lily. Je lui montre des photos sur mon téléphone. Elle a 8 ans maintenant, elle travaille bien à l'école, elle prend des leçons de piano. Il ne me demande pas de nouvelles d'Aurélie. Ils sont divorcés maintenant. Elle sort avec quelqu'un, un instituteur de l'école de Lily. Je l'ai rencontré 1 fois. Il a l'air d'un homme bien. Le mois dernier, quelque chose a changé. Julien m'a appelé un mercredi soir, ce qui n'était pas notre jour habituel. Quand j'ai accepté l'appel en PCV, sa voix semblait différente. Papa, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait beaucoup de thérapie. Ils ont des programmes ici. Pour t'aider à comprendre pourquoi tu as fait les choix que tu as faits. C'est bien, mon fils. Je veux que tu saches. Je comprends pourquoi tu l'as fait, ce que tu as fait. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais je comprends. Et mon thérapeute dit que la compréhension est la première étape. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, quelque chose qui était tendu depuis 2 ans. Je suis content que tu te fasses aider, Julien. Je vais être un meilleur père pour Lily. Quand je sortirai, je serai le père qu'elle mérite. Le père que tu as été pour moi avant que je ne gâche tout. Tu as toujours été un bon garçon, Julien. Tu as fait de mauvais choix, mais ça ne change pas qui tu es au fond. Papa, je peux te demander quelque chose? N'importe quoi. Tu penses que maman aurait fait ce que tu as fait si elle était encore en vie? J'ai réfléchi à ça pendant un long moment. Catherine avec sa force tranquille, sa capacité à faire paraître les décisions les plus difficiles faciles. Oui, ai-je finalement dit. Elle aurait fait exactement ce que j'ai fait. Elle aurait tout fait pour te protéger, même de toi-même. Il y eut une longue pause. Alors dis à Lily que je l'aime. Dis-lui que Papy Michel est le meilleur grand-père du monde et qu'elle devrait écouter tout ce qu'il dit. Je le ferai, mon fils. Je le lui dirai. Maintenant, je vois Lily tous les week-ends.
Aurélie la dépose le samedi matin et vient la chercher le dimanche soir. On fait des gâteaux, on regarde des films, on fait des puzzles. Elle me parle de l'école, de ses amis, de son audition de piano. Elle me pose parfois des questions sur son père. Je lui dis la vérité, d'une manière qu'une enfant de 8 ans peut comprendre. Je lui dis que son papa a fait des erreurs et qu'il apprend à faire mieux. Qu'il l'aime très fort. Que parfois, les gens qu'on aime ont besoin d'aide. Et que parfois, cette aide ne ressemble pas à ce qu'on attend. Le week-end dernier, pendant que nous faisions un gâteau au chocolat, Lily m'a regardé avec de la farine sur le nez et a dit « Papy, ma maîtresse dit que la famille, ça veut dire qu'on prend soin les uns des autres, quoi qu'il arrive. » C'est vrai? J'ai pensé à Julien en prison, au choix que j'avais fait et qu'il y avait mis. À Aurélie qui reconstruisait sa vie, à Lily qui grandissait avec son père derrière les barreaux, à Catherine partie depuis 4 ans maintenant, dont la sagesse me guidait encore chaque jour. Oui, ma chérie. C'est vrai. Mais parfois, prendre soin les uns des autres signifie prendre des décisions très difficiles. Ça veut dire faire quelque chose qui pourrait mettre les gens en colère contre nous parce que c'est la bonne chose à faire. Comme quand tu m'obliges à aller au lit, même quand je veux rester debout. J'ai souri. Exactement comme ça. Elle a hoché la tête, satisfaite de cette réponse, et est retournée mélanger la pâte à gâteau. J'ai appris quelque chose à travers tout ça. Quelque chose que Catherine a essayé de m'apprendre, mais que je n'ai vraiment compris que lorsque j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie. L'amour, ce n'est pas seulement rendre les gens heureux. Parfois, l'amour signifie poser des limites, même si ces limites font mal. Parfois, l'amour signifie laisser quelqu'un faire face aux conséquences, parce que les conséquences sont la seule chose qui les sauvera. Je pense souvent à cette enveloppe, celle que j'ai trouvée sous mon tableau de bord, celle que j'ai déplacée dans la boîte à gants de Julien. Les gens pourraient me juger pour ça. Ils pourraient dire que j'ai trahi mon fils, que j'aurais dû trouver un autre moyen. Peut-être qu'ils ont raison. Je ne le saurai jamais. Mais je sais ceci. Julien est en vie. Il se fait soigner. Il a une chance de reconstruire sa relation avec sa fille. Dans 3 ans, il pourrait être en libération conditionnelle. Il pourrait avoir une vie devant lui. Cela ne serait pas arrivé si je n'avais rien fait. Les gens avec qui il était impliqué n'offrent pas de plan de retraite. Tôt ou tard, Julien aurait fini mort dans un fossé quelque part ou en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ou pire encore, il aurait pu faire tuer quelqu'un d'autre. Il y a une photo sur ma cheminée de l'anniversaire des 7 ans de Lily, juste avant que tout ne s'effondre. Julien la porte sur ses épaules, tous les deux riant de quelque chose qu'Aurélie a dit. Chaque fois que je la regarde, je me souviens de ce père, de cette joie, et je m'accroche à l'espoir que quelque part à l'intérieur de l'homme en combinaison orange au centre de détention, ce père existe encore. Dans 1 an, lorsque Julien sera éligible à la libération conditionnelle, je serai là à son audience. Je parlerai à la commission des programmes qu'il a terminés, du remords qu'il a montré, du père qu'il s'efforce de devenir. Je défendrai mon fils de la même manière que j'ai œuvré pour l'arrêter, parce que c'est ça, la famille. Pas que nous ne nous blessions jamais. Pas que nous soyons toujours d'accord. Pas que nous laissions les autres se détruire par loyauté mal placée. La famille, ça veut dire que nous nous aimons assez pour faire les choix difficiles. Nous nous protégeons mutuellement des menaces extérieures. Oui. Mais parfois, nous devons aussi protéger les gens que nous aimons d'eux-mêmes. Même quand ça nous brise le cœur, même quand ils nous détestent pour ça, même quand nous restons éveillés la nuit à nous demander si nous avons fait le bon choix. Je me pose encore la question. Je me la poserai probablement toujours. Mais quand Lily me serre dans ses bras le dimanche soir, quand Julien m'appelle de prison pour me parler des changements positifs qu'il fait, quand je pense à Catherine et que j'espère l'avoir rendue fière, je me dis que peut-être, oui. Peut-être que l'amour ne consiste pas à garder les gens heureux. Peut-être que l'amour consiste à garder les gens en vie assez longtemps pour qu'ils retrouvent le chemin du bonheur. C'est ce que je me dis, en tout cas. C'est ce qui me permet de dormir la nuit. Et c'est la leçon que j'espère que Lily apprendra en grandissant, celle que j'aurais aimé pouvoir enseigner à Julien avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, les gens qui nous aiment le plus sont ceux qui ne nous laisseront pas échouer, même si les arrêter leur brise le cœur.
Faites confiance à votre instinct concernant les personnes que vous aimez. Si quelque chose ne semble pas normal, c'est probablement le cas. Abordez le problème directement, honnêtement et rapidement. N'attendez pas que le problème se résolve de lui-même. Ne trouvez pas d'excuses pour un comportement que vous savez destructeur. Fixez des limites et faites-les respecter, même avec la famille, surtout avec la famille. Et si jamais vous vous retrouvez dans ma situation, à devoir choisir entre protéger quelqu'un des conséquences ou le protéger de lui-même, souvenez-vous de ceci. Les conséquences sont temporaires. La mort est permanente. Choisissez la vie. Choisissez la conversation difficile. Choisissez l'intervention plutôt que la complaisance. Choisissez l'amour qui ressemble à une déception maintenant plutôt que le regret qui dure éternellement. Voilà mon histoire. Voilà ce que j'ai fait. Que ce soit bien ou mal, je laisserai Dieu en juger le moment venu. Pour l'instant, je continue juste d'être là pour Lily, pour Julien, pour la famille que Catherine et moi avons construite ensemble. Parce qu'au bout du compte, c'est tout ce que nous pouvons faire. On est là. On fait les meilleurs choix possibles avec les informations que l'on a. On aime, on élève nos enfants, on pardonne, tout ça de manière imparfaite, et on espère que c'est suffisant.